Bien, bonjour et bienvenue à tous. Et merci à vous d'avoir bravé ce froid sibérien pour venir jusqu'ici. Mais heureusement, le Collège de France est toujours aussi bien chauffé. Quelquefois, le micro ne marche pas, mais le chauffage continue à marcher. Donc, je commencerai par vous rappeler quelque chose que j'ai annoncé la semaine dernière, à savoir demain, vendredi 20 janvier, à 15 heures, ici même en salle 2, sera présentée une conférence en français par le professeur sinologue américain, le professeur Ron Saucy de l'Université de Chicago. D'ailleurs, il m'a dit qu'il venait d'arriver à Paris. Je lui ai dit bienvenue à Paris en Sibérie, mais il me dit là on est bien à Paris, enfin en venant de Chicago, il a l'impression qu'il fait plutôt chaud en fait. Donc la conférence est intitulée Une relation littéraire peu discutée, révélée par la tradition chinoise, le parrainage dans la traduction. C'est donc un phénomène de transfert interculturel par lequel donc des textes étrangers donc s'implantent, prennent pied dans un contexte littéraire autochtone en empruntant en quelque sorte le parrainage, en anglais le sponsorship, d'un corpus textuel autochtone. Et donc je pense que nous aurons l'occasion déjà d'en parler dès aujourd'hui. Alors, nous avons vu jusqu'ici comment la spatialisation symbolique en carré, quadrillé en damier, que l'on voit décrite dans les sources ritualistes, comme celle-ci, donc ce chapitre sur les positions dans le Mingtrang, donc dans le palais de lumière, qui fait partie du traité des rites. Donc nous avons vu comment dans ces sources ritualistes, cette spatialisation symbolique extrêmement stable, en carré, va de pair avec une hiérarchisation qui est elle aussi hyperstable, une spatialisation une hiérarchisation de l'espace social donc, en Chine ancienne. Donc le schéma que décrit ce chapitre sur les positions dans le palais de lumière, vous vous rappelez peut-être, donc avec le Fils du ciel au centre, entouré du carré des vassaux, et en dehors du carré de ces vassaux, vous avez donc les tribus barbares, donc aux quatre Orients. Alors, cette disposition pouvait être schématisée de cette manière. Donc, vous retrouvez le Fils du ciel ici au milieu, donc sur son estrade, et ensuite, donc en face de lui, les trois ducs, les trois grands dignitaires de l'Empire, et autour donc les vassaux. Et en dehors du carré des vassaux, vous avez donc les quatre tribus barbares, donc aux quatre Orients. Et alors ce schéma, s'il est appliqué donc sur un espace géographique, ça donne ça. Donc là, ce sont en fait, comme vous le voyez, des Japonais qui se sont amusés à faire ça, donc très intéressant, cette vision japonaise de la centralité chinoise. Donc vous avez l'Asie orientale ici, et vous avez donc ce schéma concentrique appliqué sur la représentation géographique. Alors vous avez au milieu donc le Tianzi, le Fils du ciel, donc qui est au cœur de l'espace chinois. Ensuite, dans ce même cercle, vous avez ce qui s'appelle les Neichan, c'est-à-dire donc les ministres ou les sujets intérieurs, donc qui font partie de l'espace civilisé chinois.
Ensuite, dans le cercle en dehors, vous avez les Waichan, c'est-à-dire donc les sujets extérieurs. Et encore plus à l'extérieur, vous avez les Chaogongguo, c'est-à-dire donc les pays, littéralement, qui viennent demander audience donc au Fils du ciel, qui viennent à la cour du Fils du ciel et lui payer le gong, c'est-à-dire le tribut. Donc ce sont les pays extérieurs qui viennent payer le tribut. Et encore en dehors donc, de ce grand cercle, vous avez donc les 4 peuplades barbares. Donc à l'est, les Yi, Tongyi. Au sud, les Man, donc Namman ici. À l'ouest, les Rong, Xirong. Et au nord, les Di, Beidi. Alors, en parlant d'hyperstabilité, nous avons jusqu'ici évoqué et convoqué principalement les sources éminemment normatives que sont les traités rituels. On a beaucoup parlé notamment du Liji, le traité des rites, et d'autres traités rituels comme le Zhou-li, par exemple, les rites des Zhou. Mais qu'en est-il des témoignages que nous trouvons dans des sources dues à des historiens? C'est-à-dire, qu'en est-il de la réalité historique des relations donc entre les pays centraux, donc autour du Fils du ciel, et les pays barbares, donc à l'extérieur. Alors, nous pourrons lire à ce sujet donc ce passage qui est tiré donc du Han Shu. Alors le Han Shu, c'est littéralement donc le livre des Han, qui fait partie donc de la série des annales dynastiques. Donc à partir de l'œuvre fondatrice de Sima Qian, donc qui a vécu donc au IIe siècle avant notre ère. Sima Qian, l'auteur du Shiji, c'est-à-dire des annales historiques. Nous avons cette tradition donc de rédaction a posteriori donc d'annales sur chaque dynastie. Donc le Han Shu, c'est en fait le livre qui porte sur la dynastie des Han antérieures, c'est-à-dire celle qui a commencé en 206 et qui est allée jusqu'à l'époque de Wang Mang, donc dans les années 20 de l'ère chrétienne. Et donc, ces annales ont été rédigées après coup, c'est-à-dire donc au 1er siècle de l'ère chrétienne. Alors, dans ces annales des Han, vous avez tout un chapitre, et on va voir pourquoi, qui est consacré donc au Xiongnu. Donc, vous avez ce Xiongnu Zhuan, donc ce traité concernant les Xiongnu. Et ici, il s'agit de la deuxième partie donc, de ce chapitre. Vous savez que dans la dénomination traditionnelle, quand vous avez par exemple un livre ou un chapitre en 2 parties, vous avez la partie Shang, c'est-à-dire la partie supérieure, c'est-à-dire la première partie, et la partie Xia, partie inférieure, c'est-à-dire la deuxième partie. Alors, nous allons voir donc que ce chapitre porte sur les Xiongnu, c'est-à-dire donc il s'agit du nom générique de peuples nomades donc qui sont établis donc surtout au nord et à l'ouest de l'espace chinois. Donc, alors ces Xiongnu seraient vraisemblablement en fait les ancêtres des Huns, H-U-N-S, que l'Europe a connu bien plus tard,
avec la fameuse légende de Sainte-Geneviève, etc. Donc défendant Paris contre les Huns. Bon. Alors, ces Xiongnu, on va voir justement pourquoi ils apparaissent de manière aussi importante dans ces annales des Han. Alors, nous avons ici un morceau de bravoure rhétorique qui aligne consciencieusement tous les poncifs, les lieux communs et les expressions toutes faites que vous pouvez imaginer dans la rhétorique de la Chine ancienne concernant les barbares. Alors, donc, ce texte nous dit ceci. « Gu xian wang du tu, zhong li feng ji, fen jiu zhou, lie wu fu, wu tu gong, zhi wai nei. » Ainsi, donc, lorsque les Xianwang, les anciens rois, mesurèrent la terre, arpentèrent la terre. Là, je pense que le texte fait plus spécifiquement allusion à Yu le Grand, donc, dont nous avons vu que c'est lui justement qui, après avoir dompté les eaux, a commencé à arpenter la terre et à y distinguer des différentes régions. Donc, lorsqu'ils mesurèrent la terre, Zhongli Fengji, ils placèrent au milieu le domaine royal. Fen Jiuzhou, donc ils délimitèrent 9 provinces. Donc là, je pense que c'est toujours cette allusion à Yu le Grand. Lie Wufu, ils aménagèrent 5 circuits administratifs. Wu Trugong, donc ils fixèrent le tribut de chaque terre et zhi wai nei, phrase importante, et instaurèrent donc la distinction entre extérieur et intérieur. Donc Yu le Grand, dans son geste fondateur, en arpentant justement la terre, il délimite au fond un territoire qu'il divise donc en 9 régions ou provinces. Il aménage donc ces circuits et donc il rejette à l'extérieur donc ce qui ne fait pas partie donc de ce territoire. 或修行政，或照文德，远近之事异也。Donc, ces anciens rois, tantôt imposaient donc xingzheng, c'est-à-dire gouvernement et châtiment, c'est-à-dire administration et loi pénale, tantôt zhao wende, donc ils décrétaient leur vertu civilisée. Et cela du fait que du fait que littéralement ceux qui sont yuan, loin, c'est-à-dire donc sous-entendu les barbares, et ceux qui sont près, jin, c'est-à-dire les gens civilisés, c'est-à-dire les Chinois. Donc ceux qui sont loin et ceux qui sont près n'ont pas les mêmes propensions. Sous-entendu, les barbares ont besoin d'être gouvernés par les châtiments. Il n'y a que la loi du bâton et de la carotte qui marche avec eux, alors que les gens civilisés comme nous se gouvernent par l'exemple de la vertu. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent spontanément et naturellement donc la vertu royale. 是以春秋内诸夏而外夷狄. Alors voilà pourquoi les annales des printemps et automnes littéralement traitent tous les xia comme étant à l'intérieur et les barbares yidi comme étant à l'extérieur. Alors, ces annales des printemps et automnes, je rappelle qu'il s'agit
d'annales du pays de Lu, c'est-à-dire le pays d'origine de Confucius, d'où la connexion qu'on a établie entre ce texte et Confucius, même si il est très peu vraisemblable que Confucius y soit pour quelque chose. Mais en tout cas, ces annales des printemps et automnes couvrent donc la période, disons, qu'on a appelée justement des printemps et automnes, et couvre également la période qui a connu le vivant de Confucius. Alors, ces annales, on nous dit qu'elles traitent les zhuxia, c'est-à-dire tous les xia. Ici, il s'agit d'une autre désignation donc, des Chinois, qui sont ici désignés par référence à la dynastie des Xia, cette dynastie de l'Antiquité quasi mythique qui a précédé donc les Zhou, dont je rappelle qu'ils ont conquis le pouvoir justement sur la dynastie précédente, donc autour de l'an 1000. En tout cas, les Xia, dont Yu le Grand a été prétendument le fondateur, donc, sont une référence donc justement à ces débuts de la civilisation chinoise. Donc les Xia, les Chinois, donc, sont à l'intérieur, et les Yi, les barbares de l'Est, et Ti, les barbares du Nord, donc restent à l'extérieur. Alors maintenant, nous avons une magnifique description de ces barbares. Et vous allez voir qu'il y a quand même des poncifs qui ont la vie dure, et pas seulement en Chine. On a très souvent un peu la même façon de décrire tout ce qui n'est pas nous, les eux, tout ce qui n'est pas nous. Alors, Yi Di zhi ren, tan er hao li, pi fa zuo ren, ren mian shou xin. Alors, les Yidi, donc ces barbares de l'Est et du Nord, sont cupides et aiment le profit. Donc ils n'obéissent justement qu'à cette loi de l'intérêt. Alors, Pifa Zoren, donc ils laissent leurs cheveux dénoués, ça nous avons vu à plusieurs reprises que c'est la marque première physique du barbare, il laisse ses cheveux sur les épaules. Et donc ils ne se coiffent pas et croisent leurs vêtements à gauche. Ça, on va voir que c'est aussi une marque importante donc du barbare. Renmian Shouxin, donc ils ont des visages d'humains, mais des cœurs de bêtes sauvages. Bon, je crois que ce discours sur la barbarie est encore d'actualité dans nos sociétés actuelles. Alors, donc vous avez ces expressions à 4 caractères, donc Pifa Zoren, Renmian Shouxin, donc qui en fait sont des expressions toutes faites. Dès que vous parlez des barbares, vous sortez ces expressions à 4 caractères. La preuve en est ce passage, par exemple, des entretiens de Confucius, attribués à Confucius, que vous avez sur cette diapositive, tiré donc du livre 14 au paragraphe 17, donc dans les entretiens qu'on appelle en chinois l'enyu. Donc, alors, je ne lis pas tout le passage. Il s'agit en fait d'un dialogue entre un disciple de Confucius et le maître. Et ce dialogue porte sur un personnage de l'Antiquité chinoise nommé Guanzhong. Et pour le disciple, justement, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait avoir de l'admiration pour ce personnage qui a fait quand même des choses assez peu recommandables. Et le maître a cette réponse quand même relativement paradoxale, parce que le disciple lui demande, mais est-ce que ce Guanzhong, on peut dire que c'est un homme de Ren, c'est-à-dire un homme d'humanité,
cette vertu confucienne par excellence. Et le maître répond donc Guan zhong xiang huan gong ba zhu hou yi kuang tian xia min dao yu jin shou qi ci wei guan zhong wu qi pi fa zuo ren yi. Donc Guan zhong, c'est quelqu'un qui a été ministre de Huan Gong, le duc Huan, donc un hégémon de l'époque. Et de fait, il l'a aidé à Pa Zhuhou, c'est-à-dire donc à imposer une hégémonie sur les Zhuhou, c'est-à-dire les princes feudataires. Yi Kuang Tianxia, c'est-à-dire il l'a aidé à littéralement rassembler, unifier tout sous le ciel, et de telle sorte que le peuple, jusqu'à aujourd'hui, lui rend hommage, enfin reconnaît ses bienfaits. Et s'il n'y avait pas eu Guan Zhong, Wu, c'est un pronom personnel qui désigne soit je, soit nous. Ici, c'est un nous collectif, donc sans Guan Zhong, nous aurions donc les Pifa Zoren, c'est-à-dire nous porterions les cheveux donc sur les épaules non coiffés et nous porterions donc la tunique croisée à gauche comme les barbares. Autrement dit, sans lui, nous autres Chinois, nous serions des barbares. Alors, vous avez dans cette phrase que j'ai soulignée en rouge la rhétorique typique de ce que je pourrais très facilement appeler la propagande Han. Ce qui nous montre d'ailleurs quelque chose dont nous avons assez longuement parlé lors des années précédentes, que les entretiens attribués à Confucius sont au moins en partie datables justement des Han. Autrement dit, en fait, ils sont bien ultérieurs donc à la date de composition qu'on leur a attribuée traditionnellement. Donc ici, vous avez quelque chose de vraiment typique de la rhétorique de propagande Han. C'est-à-dire donc les Han sont ceux qui ont unifié donc les princes feudataires en un seul empire. Ils ont rassemblé en un seul tout, le yi, vous avez ici ce signe 1 ici, un seul trait, donc ils ont rassemblé en un seul tout, donc tout sous le ciel, autrement dit ils ont constitué le premier empire centralisé, et sans donc ce personnage, nous les Chinois, nous serions à l'état de barbares. Alors je continue donc le texte du Han Shu, donc Qi yu Zhongguo, Shu Zhang Fu, Yi Xi Su, Yin Shi Bu Tong, Yan Yu Bu Tong. Donc ces barbares ont des insignes et des vêtements différents de ceux des Zhongguo, des pays du centre, des pays centraux. Donc je rappelle que Zhongguo est le nom actuel de la Chine, qu'on appelle aussi l'Empire du Milieu. Donc ils ont des us et des coutumes différents. Ils ne boivent ni ne mangent les mêmes choses. Nous avons vu que les Chinois conçoivent facilement les barbares comme des gens qui mangent cru. Et Yan Yu Potron, leur langue ne communique pas. Donc les langues des barbares, leur sabir, est incompréhensible pour les Chinois. Alors, le texte continue, donc nous sommes vraiment dans quelque chose de tout à fait charmant. Donc, Pi Ju Bei Chui, Han Lu Zhi Ye. Donc, ils s'en vont au loin, habiter les contrées sauvages, donc aux confins du nord, froides et humides. Zhu Cao Sui Chu,
Shele Weisheng, ils suivent leur bétail à travers les espaces herbus et chassent et doivent chasser pour vivre. Autrement dit, donc, ils ont un mode de vie nomade. Que Yishangu, Yong Yishamu, donc ils sont séparés de nous, les Chinois, donc par des montagnes et des vallées, et ils résident derrière, littéralement, un écran de sable. Donc ils sont au-delà du désert. Tiandi Sui Jue Wai Nei Ye. C'est ainsi que le ciel et la terre délimitent l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, ici, ce que nous avons, c'est une description donc de ces barbares qui vivent au-delà donc du monde civilisé, en dehors du monde civilisé, et cela par la vertu, au fond, de frontières naturelles. Ce sont des gens donc qui vivent au-delà des montagnes, des déserts, et qui ont un mode de vie totalement différent donc de celui des habitants donc de l'espace civilisé chinois. Donc, Shi gu Shen Wang, Qin Shou Xu Zhi, Bu Yu Yue Shi, Bu Jiu Gong Fa. Voilà pourquoi les anciens rois, les rois de l'Antiquité chinoise, traitaient donc ces barbares comme des oiseaux et des bêtes sauvages, qin shou. Donc ces oiseaux et ces bêtes sauvages, c'est une qualification très fréquente donc des barbares, parce que donc shou, les bêtes sauvages, parce qu'ils ont des faces humaines mais des cœurs de bêtes sauvages, et qin, les oiseaux, parce que ils parlent une langue d'oiseau, si j'ose dire. Les Grecs, justement, appelaient aussi les non-Grecs les barbares parce qu'ils parlaient justement ce sabir incompréhensible et très souvent perçu comme du langage d'oiseau, avant qu'on les traite, eux, de noms d'oiseaux. Enfin, bon. Donc, les anciens rois ne s'engageaient avec ces barbares sur aucun traité ni par aucun serment. Et ils ne lançaient contre eux aucune gongfa, c'est-à-dire aucune expédition punitive. Autrement dit, donc, la leçon des anciens rois, ce serait justement de ne pas entrer du tout en contact avec ces barbares. Alors, Yue zhi ze fei lu er jian qi, gong zhi ze lao shi er zhao kou. Donc, si vous faites un traité avec eux, donc les traités en fait sont en général accompagnés donc de présents. Donc là, vous avez justement cette logique du don qui est censé vous lier la personne avec qui vous faites ce traité. Donc, si vous faites un traité avec eux, ils dépensent vos présents et ensuite vous trompent. Donc, ce sont vraiment des gens absolument sans foi ni loi, quoi. Donc, vous signez un traité avec eux, vous leur faites des présents. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils mangent, ils dépensent vos présents et ensuite, ils ne respectent pas le traité. Et si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et c'est la porte ouverte au brigandage. Donc là, il s'agit bien donc des Xiongnu et on va voir que cette phrase porte en particulier sur eux. C'est-à-dire que les Xiongnu avaient probablement donc cette politique de raid, de razzia en quelque sorte. Donc ils attaquaient donc les avant-postes chinois, ils les pillaient et ensuite ils s'en retournaient dans leur désert. Donc
Donc là, on a une description qui se rapproche un peu plus de la réalité historique. Alors ensuite, nous avons une phrase très très intéressante aussi. Qi di bu ke gen er shi ye, qi min bu ke chen er xu ye. Donc leurs terres ne sont pas cultivables pour donc assurer leur subsistance, et leur peuple, leurs gens, on ne peut pas les traiter comme des sujets. Donc, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire qu'en fait, leurs terres ne sont pas cultivables. Alors, premièrement, donc, c'est pour ça qu'ils mangent cru, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas de céréales. Donc, ce sont des nomades, ils ne cultivent pas la terre. Mais on va voir aussi que ça veut dire que pour l'empire Han, l'empire chinois, ce sont des terres qui ne sont pas comment dire, taxables. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt pour l'empire Han de terres qui sont cultivables, c'est qu'on peut les prélever l'impôt dessus. Donc là, ces gens, par définition, on ne peut pas les taxer, et donc on ne peut pas les traiter comme des sujets donc, de l'empire. Shi yi wai er bu nei, shu er bu qi. C'est pourquoi donc on doit les considérer comme étant à l'extérieur et non à l'intérieur, et comme étrangers et non comme membres de la famille. Donc ici, vous avez justement un reflet de cette fameuse conception organique, familiale de l'espace politique chinois, qui n'est qu'une extension, au fond, de l'espace familial. Ça, nous y avons beaucoup insisté précédemment. Et ici, donc, les barbares, ce sont des gens qui ne sont pas de la famille. Ils sont en dehors donc, de ce cercle. Zheng jiao bu ji qi ren, zheng shuo bu jia qi guo. Donc, le zheng jiao, le gouvernement et l'éducation par l'exemple, qui est censé être pratiqué par les souverains chinois, n'atteignent pas ces gens. Et le Zheng Shuo, c'est-à-dire donc littéralement la proclamation de la nouvelle lune, c'est-à-dire le calendrier, ne s'applique pas à leur pays. Donc, autrement dit, donc, justement ce calendrier, ces nouvelles lunes proclamées par le Fils du ciel à partir du palais des Lumières, et qui est censé justement faire irradier la lumière de la vertu royale sur tout l'empire. Donc tout cela n'atteint pas donc ces gens qui sont à l'extérieur. Lai ze cheng er yu zhi, qu ze bei er shou zhi. Alors, si ces Xiongnu, si ces barbares donc viennent chez nous, il faut les frapper et les repousser. Et quand ils s'en vont, même quand ils s'en vont, il faut se tenir prêt et se prémunir contre eux. Donc, on va voir justement que une grande partie des ressources économiques et de la politique donc, de l'Empire Han est passée justement exactement dans ça, c'est-à-dire donc frapper et repousser donc, ces intrusions barbares et ensuite se tenir prêt pour se prémunir contre les prochaines. Alors, ensuite, nous avons quelque chose de très mignon. Alors, qi mu yi er gong xian, ze jie zhi yi li rang, ji mi bu jue, shi qu zai bi. Mais, si jamais il arrive à ces barbares donc d'admirer notre sens du juste et de nous soumettre le tribut, alors il faut les accepter selon les rites et donc cet esprit confucéen de rang, c'est-à-dire donc de
tolérance, de concession. Et donc, dans ce cas-là, il faut ne pas couper les rênes et leur laisser s'occuper donc du détail. Donc ces barbares, il faut les traiter vraiment comme des bêtes sauvages, à moins que, donc de leur propre gré, ils viennent vers nous parce que ils sont admiratifs donc de notre civilisation, de nos valeurs éthiques confucéennes, de nos rites, etc. Et surtout, s'ils acceptent de payer le tribut. Donc, dans ce cas-là, on peut les accepter et accepter donc leur tribut et leur signe d'allégeance. Gai Sheng Wang, zhi yu man yi zhi chang dao ye. Telle est la voie constante des anciens rois pour contrôler et repousser donc les Man et les Yi. Donc les Man, ce sont les barbares du sud, et les Yi, donc les barbares de l'est. Alors donc, il m'a semblé vraiment intéressant de lire intégralement ce magnifique exercice de rhétorique anti-barbare, alors que dans la réalité historique, les Xiongnu étaient d'une puissance telle qu'ils étaient capables justement d'inquiéter et d'attaquer les Han au point de devenir une véritable obsession, un véritable casse-tête et une menace constante donc du côté nord et ouest de l'empire Han. Alors vous avez ici donc une carte où se trouvent tracés donc, vous voyez ces itinéraires, il y a deux itinéraires qui sont en fait les itinéraires suivis par un personnage dénommé Zhang Qian ici, que vous avez ici, qui a vécu entre environ 201 et 113 avant l'ère chrétienne et qui a été envoyé par l'empereur Wu, Han Wudi, qui a régné entre 141 et 87 avant l'ère chrétienne. Donc cet empereur Wu des Han, c'est un empereur qu'on a dénommé très justement l'empereur guerrier, qui a connu l'un des plus longs règnes de l'époque Han, qui a quand même duré 4 siècles, et qui a marqué son règne par une politique extrêmement justement guerrière et une politique de conquête. L'empire Han, sous son règne, a connu une extension absolument sans précédent, ce qui n'a pas manqué justement de coûter très cher donc, à l'Empire. Et donc cet empereur Han était en recherche constante de ressources financières pour financer donc cette politique de conquête. Et l'autre chose que cet empereur Wu des Han a fait, c'est justement de s'occuper de ces marges nord et ouest qui étaient sans cesse donc attaquées par ces Xiongnu. Alors, il a envoyé donc Zhang Qian en 138 avant notre ère il a envoyé vers l'ouest pour justement chercher des alliés contre les Xiongnu. Alors, Zhang Qian il a vraiment payé de sa personne dans la mesure où sa première expédition donc, a duré 13 ans. Il a été plusieurs fois pris en otage, fait prisonnier pendant plusieurs années, et il est revenu bredouille parce qu'il n'a pas réussi donc, à nouer les alliances anti-Xiongnu qu'il était parti chercher, et du coup, il a dû repartir
dans une seconde mission. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des gens qui étaient dévoués à la cause impériale. Après tout ce qu'il a connu lors de la première mission, à sa place, moi, je ne serais pas reparti. Bon. Alors, donc, paradoxalement, cette tirade du Renshu nous fait entrevoir donc une motivation tout à fait politique dans cet acharnement à tirer un trait de démarcation donc entre les pays centraux et les barbares, c'est-à-dire entre intérieur et extérieur. Vous avez cette rhétorique confucéenne qui vous fait croire que la motivation première, c'est une motivation éthique, civilisationnelle, culturelle, et en réalité, nous sommes dans quelque chose de tout à fait politique, puisque cette grande démarcation entre le centre et les marges, entre l'intérieur et l'extérieur, entre les civilisés et les sauvages, entre les sédentaires, ces cultivateurs, et les nomades cavaliers, c'est aussi, comme on l'a compris, donc, la grande démarcation entre ceux qui sont à l'intérieur donc, de cet espace civilisé, qui payent des impôts, soit en grains, soit en tissus, et ceux qui sont à l'extérieur et qui sont censés, eux, payer le tribut. Alors le tribut, ça peut être des objets, des animaux, ou même des êtres humains, rares, exotiques, qu'on offre donc en signe d'allégeance. Donc le système du tribut, c'est au fond le système qui fait que les peuplades des marges viennent vers le centre pour prêter allégeance donc au centre en payant donc ces tributs. Alors, une preuve a contrario donc, du caractère crassement politico-économique de la distinction intérieure-extérieure, cette preuve a contrario en est qu'il n'y a aucune mention, je dis bien aucune mention, des barbares, que ce soit les Yi, les Di, les Man, les Zhong, dans des textes comme le Zhuangzi et le Laozi, qu'on a rattaché donc à la tradition taoïste. Donc ce sont des textes qui datent probablement du 4e, 3e siècle avant la chrétienne. Et donc vous allez voir un petit peu le contraste justement qu'il y a entre le texte que nous venons de lire avec sa magnifique rhétorique confucéenne et ces textes qui proviennent du Zhuangzi. Alors là, vous voyez qu'il y en a aussi une bonne tirade, mais nous n'allons pas les lire intégralement. Simplement, je vais vous lire directement donc la traduction que j'emprunte à l'excellente traduction de Jean Lévy, qui a traduit donc intégralement le texte du Zhuangzi sous le titre Les œuvres de Maître Zhuang, dont vous avez une édition révisée et augmentée parue aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Donc, c'est un nom de maison d'édition tout à fait zhuangzien, si j'ose dire, tout à fait taoïste. Et c'est une édition augmentée donc, qui date de 2010. Alors, vous avez ici ce passage du très beau chapitre 17 du Zhuangzi qui s'intitule Qiu Shui. Qiu Shui, c'est-à-dire donc les eaux ou les inondations donc, d'automne, la crue d'automne. Alors, vous avez, je résume, donc un dialogue entre le fleuve jaune qui est en crue à l'automne et qui fait route vers l'est, comme on sait, et qui débouche
dans la mer du Nord. Donc le fleuve Jaune se croit très très important. Il a raison de le penser parce que, au fond, c'est le berceau justement de la civilisation chinoise. C'est là, dans son bassin moyen, que se trouvent justement les pays centraux, les Zhongguo. Mais alors quand il arrive à la mer du Nord, Beihai, là il voit l'immensité de l'océan et il est littéralement perdu. C'est la première fois qu'il voit ça. Il est vraiment complètement submergé, c'est le cas de le dire, et subjugué. Et voilà ce que lui répond la mer du Nord. Alors, les propos de la mer du Nord commencent par des aphorismes qui sont extrêmement connus, qui feraient partie en fait des pages roses du Larousse, si ça existait en Chine. Jinghua 不可以与海者俱虚也，夏虫不可以与冰者笃于时也，趋势不可以与道者疏于教也。Alors, donc la grenouille au fond de son puits n'est pas capable de parler de l'océan parce que justement elle est limitée par le trou du puits. Elle voit du fond du puits, elle s'imagine qu'elle voit le ciel, mais en fait elle voit juste un rond. L'insecte qui vit un seul été est incapable de parler de la glace, tout simplement parce qu'il est limité par une seule saison. Il ne vit qu'un été et par conséquent, il ne connaît pas la glace. Et alors, de la même façon, et c'est là que vient la flèche du Parthe, si j'ose dire, donc vous avez ces formules parallèles. Chushi, c'est littéralement donc le lettré borné. Là, il s'agit du lettré confucéen, donc est incapable de parler du Tao, de la voix, parce qu'il est pieds et poings liés par justement son enseignement. Donc là, vous avez une pointe acérée qui est lancée contre justement les lettrés confucéens, qui sont une cible privilégiée du Zhuangzi, comme on va le voir. Donc le lettré borné, il est comme la grenouille au fond de son puits, ou donc l'insecte qui ne vit qu'un été, il n'a aucune idée de ce que peut être le Tao. Et le passage poursuit, et je vous lis ici donc la traduction de Jean Lévy. Mais à vous qui, donc c'est la mer du Nord qui s'adresse au fleuve Jaune, mais à vous qui, sortis de vos limites, avez pu contempler l'immensité de l'océan et prendre conscience de votre médiocrité, je puis parler des grands principes qui régissent l'univers. De toutes les étendues d'eau du monde, aucune n'est plus vaste que l'océan. Tous les fleuves s'y déversent sans fin ni trêve, sans que jamais ils ne débordent. Il est percé d'un trou béant qui en évacue les eaux jour et nuit sans que jamais il ne se vide. Égal à lui-même en toute saison, il ignore les périodes de pluie et de sécheresse. Il est sans commune mesure avec les fleuves et les rivières. Et pourtant, moi, la mer du Nord, je n'en ai jamais tiré orgueil. Car quand je me compare avec l'univers, moi qui reçois mon souffle du yin et du yang, je comprends qu'entre ciel et terre, je ne suis pas plus qu'un caillou ou un arbrisseau sur une montagne. Ayant toujours présent à l'esprit mon insignifiance, comment oserais-je me glorifier de mes dimensions ? Alors là, intervient donc cette phrase que j'ai soulignée en rouge. Les territoires compris entre les quatre mers, mesurent à l'aune de la création, ne sont pas plus grands qu'un trou de fourmis dans une vaste campagne.
Et ce que Jean Lévy traduit par la Chine, mais ici c'est bien donc les Zhongguo, donc les pays centraux, la Chine elle-même est à la terre cernée des océans ce qu'est un grain de riz dans un grenier. Si l'on assigne à la totalité des classes d'êtres le nombre conventionnel de 10 000, l'espèce humaine en représente tout juste la 10 millième partie. Et qu'est-ce qu'un individu au milieu des 9 provinces parmi tous les peuples qui se nourrissent de grains et communiquent par bateau ou par charrette? Qu'est-il comparé à la myriade des êtres de la création? Même pas un poil sur le corps d'un cheval. Donc, vous avez ici l'ouverture brusque de l'espace. C'est-à-dire que l'espace, si fièrement délimité par Yu le Grand, délimité et quadrillé en 9 cases, là, tout d'un coup, dans un texte comme celui-ci, explose complètement. Donc là, vous avez le fleuve jaune, porteur de cette si antique civilisation qui débarque dans l'océan du Nord et qui en reste totalement bouche bée. Et l'océan lui-même lui dit, mais moi, en fait, entre le ciel et la terre, je suis rien. Donc il faut tout remettre en perspective. Les pays centraux ne sont qu'un grain de riz dans un immense grenier, et l'espèce humaine n'est qu'une 10 millième partie de tout ce qui existe. Bon, alors là, ça vous rend un petit peu modeste. Et j'en terminerai avec le Zhuangzi sur cet autre texte que j'aime beaucoup, parce que vous avez une satire extrêmement humoristique et d'une ironie féroce contre justement les lettrés confucéens et contre tout le ritualisme des pays centraux, des Zhongguo. Là aussi, donc, je reprends la traduction de Jean Lévy. Il s'agit d'un passage du chapitre Tianzi Fang. Donc, Tianzi Fang, c'est un personnage qui donne son nom au chapitre 21 donc, du Zhuangzi. Alors, maître Wenbo Xuezi, que Jean Lévy traduit maître blanc comme neige, en voyage pour le pays de Qi, s'arrêta au pays de l'eau. Donc là, nous avons la référence à deux pays donc, qui se situent dans l'actuelle avancée du Shandong, la province du Shandong, donc à l'est de la Chine. L'eau, je rappelle que c'est le pays donc d'origine de Confucius. Donc c'est le nid, si j'ose dire, c'est vraiment en fait le nid pour les lettrés confucéens. Alors des personnalités de la principauté, donc de ce pays de l'eau, demandèrent à le voir, à voir Maître blanc comme neige. Mais Maître blanc comme neige refusa, déclarant à ses intimes que les habitants des vieux royaumes du milieu, donc des Zhongguo, s'y entendaient peut-être en cérémonial, mais ne comprenaient rien de rien à l'âme humaine, et qu'ils ne voulaient en aucun cas avoir affaire à eux. Donc là, c'est la phrase que j'ai soulignée en rouge, Wu wen Zhongguo zhi junzi, min hu li yi, lou yu zhi ren xin. Donc j'ai toujours entendu dire que les junzi, là, est employé à dessein la terminologie confucienne, les hommes de bien des pays centraux, sont très éclairés sur les liyi, c'est-à-dire donc les rites et le sens du juste, mais lou yu zhi ren xin, c'est-à-dire littéralement, enfin, si vous me passez l'expression, ils sont nuls quand il s'agit de zhi ren xin, c'est-à-dire de connaître Jean Lévy traduit ici l'âme humaine, je ne suis pas très d'accord, mais enfin, à connaître justement le véritable
psyché en fait des êtres humains. Et donc, ce maître blanc comme neige refuse donc de voir ces personnages confucéens. Alors, après s'être rendu donc au pays de Qi, ce maître fit au retour de nouveaux haltes au pays de l'eau, et les mêmes personnes demandèrent donc à être reçues. Blanc comme neige dit alors: « Ils ont demandé à me voir à Lélé, ils persistent au retour, c'est sans doute qu'ils ont quelque chose à me communiquer. » Il sortit donc les recevoir et, rentré dans ses appartements privés, poussa un profond soupir. Le lendemain, nouveaux entretiens et nouveaux soupirs. Alors, le serviteur de ce maître s'étonne. Pourquoi faut-il que vous poussiez des soupirs après chaque visite, après chacun de ces entretiens que vous avez avec ces hommes de bien, donc du pays de l'eau? En réponse, je vais t'expliquer. C'est exactement ce que j'avais dit. Les habitants des royaumes du milieu connaissent peut-être les rites, mais ils ne comprennent rien à l'âme humaine. Tous ces gens qui sont venus me voir avancent et reculent quand il faut, ils savent prendre la posture du dragon ou la démarche du tigre, certains m'exhortent comme le feraient des fils, d'autres me font la leçon comme le feraient des pères. Donc là, vous avez justement en fait toute la gestuelle ritualiste confucéenne. Bon, voilà pourquoi je soupire. Donc, vous avez un maître donc, qui est obligé donc, d'aller à la rencontre de ces lettrés confucéens et littéralement, ça le fait suer, quoi. Alors, ensuite, vous avez le summum du summum, puisque vous avez Confucius en personne qui rend visite à Blanc comme neige et se retire sans avoir dit un seul mot. Et là, un disciple de Confucius, qui s'appelle Zelu, s'en étonne en lui disant « Cela faisait très longtemps que vous brûliez de rencontrer Maître Blanc comme neige, et maintenant que vous avez eu l'occasion de le voir, vous ne lui avez rien dit. Pourquoi donc ?» Et Confucius répondit « Avec ce genre d'homme, il suffit d'échanger un regard pour se comprendre, toute parole eût été superflue. » Donc là, vous avez Confucius donc, en personne qui se déplace pour aller voir ce maître et qui comprend qu'avec ce maître, c'est inutile de parler. Au fond, la compréhension du Tao et la compréhension de l'âme humaine, c'est quelque chose qui se passe de parole. Donc, vous avez ici j'ai voulu vous donner deux exemples de la critique radicale que vous trouvez dans le Zhuangzi du moralisme et du ritualisme confucéen. Et c'est une critique qui ouvre grand donc, la perspective sur un Tao, sur une voie qui est sans centre et sans limite, et qui a donné lieu à toute une tradition d'excentrique, au sens très littéral du terme, qui se situe délibérément donc en dehors de l'univers normé. Vous avez donc ces individualités qui se distinguent par le refus de se conformer à la norme rituelle et qu'on a appelé justement vous avez l'expression en bas de la diapositive, les fangwai zhishi, c'est-à-dire donc les lettrés qui se situent en dehors donc de cet espace justement qu'on dénomme fang, c'est-à-dire un espace carré. Et donc, nous allons voir la prochaine fois, et dès demain, avec le professeur Saucé à 15h, donc, que le Zhuangzi va être justement un de ces textes parrains pour accueillir donc une littérature d'un tout nouveau type, dont nous parlerons la prochaine fois, donc la littérature propre au bouddhisme venu de l'Inde. Donc le Zhuangzi a été justement un de ces textes tout à fait propices justement pour, du fait qu'il justement ouvre très largement la perspective,
à l'accueil donc d'une littérature totalement étrangère. Donc, merci à vous, rentrez bien, préservez-vous du froid. Merci.